Bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo pour clore l'étude du chapitre 12 sur les politiques de l'emploi. Je disais donc pour répondre à l'activité 7 qu'il fallait analyser la précarité de l'emploi et montrer d'abord cette précarité, en quoi elle consiste, la décrire, l'expliquer ensuite et puis enfin en montrer les conséquences. Alors pour commencer, ce que l'on peut dire, c'est que Lucien, qui est confronté à la précarité de l'emploi, connaît une très forte instabilité professionnelle. Pour cela, on peut citer les passages du document où on a ces différents emplois. D'abord, il va occuper des emplois, on dit ici des boulots mal payés, qu'on peut mettre entre guillemets pour utiliser le document, dans les scieries. Ensuite, il devient ouvrier spécialisé, c'est-à-dire avec peu de qualifications chez Citroën. Ensuite chez Peugeot à Sochaux, en contrat d'intérim, donc avec une durée limitée, puis il finit par travailler quelques semaines de temps en temps dans le bâtiment. On voit bien qu'il y a une instabilité professionnelle parce que les contrats sont à durée limitée, mais aussi parce qu'il change régulièrement de branche d'activité. Ce qui veut dire qu'en fait, on ne lui reconnaît pas une qualification pour laquelle il a obtenu un diplôme, certes, un diplôme relativement peu élevé, un diplôme de menuisier, mais ça veut dire qu'on ne lui reconnaît plus de compétences dans ce domaine-là, ce qui conduit à sa déqualification objective, comme il est indiqué ici dans le document. Ça veut dire que pour son CV, ces différentes expériences à durée limitée, dans des branches très différentes, ne valorisent pas son parcours, bien au contraire, ça agit un peu comme un stigmate, une stigmatisation de son parcours. Il n'est pas un employé que l'on cherche à conserver, il n'est pas quelqu'un qui a accumulé de l'expérience dans un domaine qui pourrait servir, et donc du coup, cette instabilité professionnelle l'introduit dans un cercle vicieux, cercle vicieux qui explique pourquoi il reste sur le marché externe du travail, c'est-à-dire en tant qu'outsider sur un marché où on ne trouve que des emplois précaires, des emplois à durée limitée, qui par conséquent vont se succéder les uns aux autres. C'est pour ça que je parle de cercle vicieux concernant l'explication de cette précarité. On enferme les personnes en emploi précaire dès qu'elles ne parviennent pas à sortir après quelques mois ou quelques années de l'emploi précaire, elles sont stigmatisées et donc ont un parcours qui ne les valorise pas, au contraire, qui les dévalorise. Donc voilà un petit peu les éléments déjà qu'on peut commencer à relever dans ce document. Par ailleurs, pourquoi est-ce qu'il est dans ce cercle vicieux, Lucien? Eh bien, parce qu'il est stigmatisé en tant que chômeur. On voit ici qu'il est inscrit à l'ANPE, c'est l'ancêtre, si vous voulez, de Pôle emploi. Et donc, en étant inscrit à Pôle emploi ou l'ANPE autrefois, eh bien, ça veut dire qu'il bénéficie du suivi et d'une indemnisation du chômage par des conseillers. Donc, tout cela, on voit que cela vient finalement contrarier le retour à l'emploi de Lucien, qui d'ailleurs perd énormément d'estime de lui-même. Il ne croit plus en ses chances de réussir professionnellement. C'est ce qui est dit dans cet endroit-là du document. Il ne croit plus trop à une reprise, à un retour à l'emploi. Il constate sa déqualification, il se résigne à sa situation d'emploi précaire. Et donc, du coup, les conséquences, les faits qu'il faut montrer, c'est qu'il est terriblement difficile d'entretenir des liens sociaux lorsqu'on a un emploi précaire. On est hanté par cette condition, c'est ce qui est dit en fin de document, hanté, c'est-à-dire qu'elle nous empêche d'intégrer le marché interne où se trouvent les insiders. On a du mal de nouer des relations durables avec ses collègues de travail. Et donc, du coup, on a des difficultés à s'intégrer. Il y a une rupture des liens sociaux.
Ce travail sur le document 7 nous permet de déduire le premier paragraphe de la troisième partie du cours, le 12.3.1, qui se trouve ici, que l'on reverra par ailleurs dans le chapitre 8 sur le travail en tant qu'agent d'intégration. C'est vrai que le travail est un agent d'intégration. Il permet aux individus d'entretenir des liens avec les autres. Il permet de s'intégrer à la société. Pourquoi? Parce qu'il y a différents mécanismes qui sont mis en route, si vous voulez. Ils sont des engrenages qui s'actionnent lorsqu'on a un emploi. Le premier engrenage, c'est le fait que le travail procure un revenu. Et en ayant un revenu, on peut participer à la société de consommation, on peut répondre aux normes de la société de consommation. On va inviter des amis, on va avoir une maison bien entretenue, on va du coup se valoriser aux yeux des autres et pouvoir conserver des relations. De la même façon, on peut avoir des outils de communication, on peut les payer et donc avoir des liens sociaux. Par ailleurs, avoir un emploi, c'est bénéficier de protection sociale. Protection contre la vieillesse avec le régime de retraite, protection contre les maladies avec, en France, la sécurité branche maladie qui couvre nos soins médicaux. Tout cela permet d'éviter de tomber dans l'extrême pauvreté si on subit un risque social. Troisième mécanisme, l'emploi, le travail offre une identité aux individus. Souvent, quand on se présente, une des premières choses que l'on dit, c'est son métier. Par exemple, moi, dès que je me présente, je dis souvent je suis enseignant. Ça permet d'identifier la personne. Ça permet de savoir si elle est enseignante, par exemple, cette personne a un niveau de diplôme plutôt élevé, qu'elle est plutôt rassurante puisqu'on lui a confié des enfants en responsabilité. Bref, avoir un statut, c'est un moyen d'être identifié par les autres et de s'intégrer à la société. Avoir un emploi, c'est aussi entretenir des liens sociaux avec des collègues de travail qui peuvent devenir des amis, c'est-à-dire se créer un réseau social. Et enfin, dernier mécanisme qui est important et qu'on reverra également par la suite, le travail est un lieu sur lequel on va transmettre des normes et des valeurs aux salariés, des normes concernant la ponctualité, concernant l'hygiène, concernant la sécurité. Ce sont des normes qui se retrouvent globalement dans la société et avec lesquelles on peut s'intégrer. Donc quelqu'un qui a un emploi respecte ces normes et est plus facilement apprécié par les personnes qui l'entourent. Alors évidemment, ce qu'on verra, c'est que les évolutions connues depuis 40 ans sur le marché du travail fragilisent ces mécanismes. Pourquoi? Parce qu'il y a une montée du chômage et de la précarité de l'emploi qui rendent ces mécanismes moins opérationnels, et puis parce qu'il y a une montée de l'individualisme, on le voit ici, une montée de l'individualisme, notamment dans le cadre du travail, puisqu'on met les salariés en compétition pour valoriser les performances des individus. Et donc, du coup, le travail crée moins de cohésion, moins d'intégration qu'avant. Pourquoi est-ce qu'on voit que le travail est porteur d'intégration dans ce chapitre? Eh bien, parce que ça permet de comprendre pourquoi on mène ensuite des politiques passives de lutte contre le chômage. Ces politiques n'ont pas pour but de lutter contre les causes du chômage, elles ont pour but de résoudre les problèmes posés par les effets du chômage. Lorsqu'on est au chômage, on est privé de tous les mécanismes qui favorisent l'intégration sociale. Pour éviter que le chômage, la montée du chômage depuis les années 1970-80 ne provoque une désagrégation de l'intégration sociale, des liens sociaux, il faut permettre aux personnes qui se trouvent être en situation de chômage d'avoir des ressources pour leur éviter l'extrême pauvreté. Ça leur évitera d'être pris dans un mécanisme qui conduit à rompre les liens sociaux entre eux et les autres. Alors ces politiques passives, je vais les présenter en fait en prenant une charnière. Il y a les politiques passives qui étaient menées avant les années 1990 et les politiques passives qui sont menées après les années 90.
Les politiques passives qui sont menées avant et jusqu'aux années 1990 sont des politiques passives qu'on appelle parfois traitement social du chômage. Ces politiques, elles ont tendance à masquer l'existence du chômage. On dit parfois qu'elles créent un chômage déguisé, c'est-à-dire qu'on ne voit plus qu'il y a du chômage, mais on ne l'a pas solutionné, ce chômage. Comment est-ce qu'on faisait? Il y avait deux dispositifs importants. Premier dispositif, c'était l'incitation au retrait d'activité, c'est-à-dire qu'on incitait les gens à quitter le marché du travail, notamment en proposant des pré-retraites, c'est ce qui est noté ici. D'accord. Donc ça, c'est ce qui s'est passé notamment en Lorraine ou dans le nord de la France au moment de la désindustrialisation dans les années 1970-80. Beaucoup de personnes qui avaient parfois à peine 50 ans, voire moins ou un peu plus, ont été placées à la retraite automatiquement. Ça leur permettait de sortir des chiffres du chômage et puis de ne plus avoir besoin de retrouver un emploi. C'est un moyen de masquer le chômage. Deuxième mesure qui étaient souvent utilisés dans les années 1980 et jusqu'aux années 1990, ce sont les emplois aidés. Ce sont des emplois qui sont créés à destination des personnes qui font face au chômage, mais qui sont financés entièrement par les pouvoirs publics en créant des emplois dans les communes, dans les régions, dans les administrations dépendantes de l'État, comme par exemple le lycée. Le problème de ces mesures, c'est que elles traitent le chômage, ou plutôt les effets du chômage, mais ne le résolvent pas. Et surtout, elles coûtent extrêmement cher à l'État. Donc on ne peut pas les poursuivre très longtemps lorsque le chômage devient durable et lorsqu'on se rend compte qu'on ne parvient pas à le réduire facilement. Par conséquent, dans les années 1990-2000, on va activer les politiques passives. Activer les politiques passives, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà qu'on va diminuer ou mettre fin à ces deux types de politiques. Alors on peut le voir d'ailleurs dans le document, le dernier document du bilan dans la fiche d'activité, ici. Vous voyez bien que l'incitation au retrait d'activité, cette colonne qui est là, est en augmentation jusqu'en 1990 puis en baisse. Et on voit également que les incitations à l'activité, elles, à l'inverse, elles augmentent. Le maintien à l'emploi augmente, ce qui veut dire qu'il n'y a pas il n'y a plus de volonté de masquer le chômage. Ça coûte trop cher. Pardon, je me suis trompé de page. Je reviens donc au cours. Hop. Donc activer les politiques de l'emploi, ça veut dire aussi demander aux chômeurs qui bénéficient d'une indemnité chômage, pour éviter qu'ils ne soient trop pauvres, leur demander de faire des efforts réels, actifs, réguliers, pour retrouver un emploi. Se former, envoyer des CV, participer à des entretiens d'embauche, tout cela va être contrôlé par les conseillers à l'emploi de Pôle emploi. Et si le chômeur ne respecte pas les obligations, eh bien, on va lui supprimer les allocations, les indemnités auxquelles il a le droit. C'est pour cela que on dit que dans les années 90-2000, il y a une rupture sur les politiques passives de l'emploi. Elles sont activées, c'est-à-dire qu'elles ont pour but de favoriser le retour à l'emploi des personnes qui se trouvent au chômage et qui se trouvent indemnisées. D'ailleurs, les indemnités chômage sont de moins en moins généreuses, elles durent de moins en moins longtemps et il n'y a plus aujourd'hui qu'un peu moins de 1 chômeur sur 2 qui y a droit. Donc, les chômeurs ont tout intérêt à retrouver très rapidement un emploi. Voilà pour ces commentaires relatifs aux cours sur les politiques de l'emploi. Bien entendu, n'hésitez pas à poster des commentaires à la fin avec chaque vidéo dans YouTube, sur les commentaires auxquels je tâcherai de répondre le plus régulièrement possible. On a donc terminé ce chapitre sur les politiques de l'emploi. Vous pouvez
faire le devoir à la maison qui est à rendre la semaine prochaine sur Pronote autant que possible. Je vous souhaite de bien travailler, n'en faites pas trop non plus, et à bientôt.